Bonsoir à tous, bienvenue dans M, au programme de cette émission pour le dernier jour de la semaine de la chanson française avec Thierry Dell. On parlera aussi de la sortie récente de la nouvelle édition du Petit Robert, Et puis on parlera aussi de la face cachée de la Coupe du Monde. Mais avant cela, place à l'actualité. Et l'actualité, hier et aujourd'hui, c'est ce drame à Kuckelberg, ce suicide d'un père de famille qui auparavant a tué ses deux enfants. Comment expliquer l'inexplicable à des enfants? C'est ce que nous allons vous demander ce soir, professeur Véronique Delven. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital des enfants. Alors voilà, c'est la question, comment parle-t-on de cela aux enfants, puisque les enfants qui ont été tués avec 4 et 7 ans allaient forcément à l'école, là-bas dans la commune de Kuckelberg, et l'émotion était très vive aujourd'hui dans cette école. Mais je pense que la manière de parler aux enfants, il n'y a pas de recette, évidemment. Ce qui est très important, c'est de pouvoir, bien entendu, ne pas devancer les choses, parce que les enfants reprennent très très rapidement leur vie aussi. C'est-à-dire d'avoir un moment où ils peuvent poser les questions, être à l'écoute de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, ou peut-être de la préoccupation qu'ils ont par rapport à leurs copains. Ça, je crois que c'est très très important. Et puis après, s'il y a des questions, il faut pouvoir expliquer. On explique le plus simplement du monde, mais comment est-ce qu'on explique le plus simplement du monde qu'un papa a tué ses enfants? Je crois qu'il faut toujours être au plus près de la vérité. Alors, bien sûr, je ne connais pas du tout les détails de l'histoire familiale de ce monsieur ou de sa problématique à lui, mais du point de vue du psychiatre d'enfant, quand un parent tue ses enfants, c'est en général parce qu'il est dans un état de très très grande détresse, de très très grande dépression, qui peut parfois d'ailleurs survenir très brutalement, parce qu'il semble qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments prédictifs auparavant. Oui. Et de pouvoir dire, on l'explique nous souvent comme un suicide altruiste, c'est-à-dire qu'il se suicide, mais avant de mourir, il fait disparaître ses enfants pour qu'il n'ait pas à vivre le monde insupportable tel qu'il le perçoit, lui, à ce moment-là. Et donc c'est presque un geste de bonté à l'égard des enfants pour lui, dans l'état de détresse dans lequel il est, pour ne pas leur faire subir des choses terribles que lui a l'impression de vivre à l'heure actuelle. Et pour les enfants qui restent, les amis, pour qui le foyer, les parents sont synonymes de sécurité, il ne faut pas non plus les angoisser et leur amener une peur qui n'existe pas au départ chez eux. Bien sûr, et je pense que c'est là de dire que c'est aussi une grave maladie, la mélancolie ou la dépression très 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 grave, et que c'est ça qui a amené le geste, c'est une grave maladie. Je pense que ça permet de déculpabiliser et d'éviter aussi de pouvoir penser qu'un parent peut faire l'impensable. Que ce sont des cas extrêmement rares qui n'arrivent normalement jamais ou quasiment jamais. Non, mais de temps en temps, il y en a un de temps en temps. Fort heureusement, de manière rarissime, mais parfois on a aussi toute une famille qui est décimée comme ça. Je pense que l'actualité nous montre parfois, de temps en temps, oui. Malheureusement. Oui. Alors à l'école, ils vont organiser un lâcher de ballon la semaine prochaine. C'est le genre d'action symbolique qui est nécessaire aussi pour passer à autre chose, pour les enfants, mais peut-être même surtout pour les adultes en fait. Oui, je pense que là, les adultes ont souvent une perception beaucoup plus grande de la détresse, alors que les enfants, au fond, et ça on le voit très bien, même quand c'est un parent qui peut mourir, nous on est parfois confrontés à des enfants qui vivent le décès d'un de leurs parents, mais très très vite la vie reprend le dessus, très vite ils peuvent être pris dans des mouvements de plaisir, de jeu, et plus ils sont petits, plus ils ont la capacité de s'attacher à un autre adulte. C'est une fonction vitale, c'est une fonction de survie, au fond, qui est la bienvenue. Et qui est parfois mal comprise, en fait, des adultes. Oui, parce que l'adulte est beaucoup plus aux prises avec les questions du deuil que ne l'est l'enfant. Je ne dis pas que l'enfant ne l'est pas, mais il y a une pulsion de vie qui fait que très vite, ils reprennent... s'accrochent à tout ce à quoi ils peuvent s'accrocher, ils surmontent les choses. Par contre, il faudra peut-être, dernière question, être attentif à la suite, et peut-être que pour certains enfants, ça peut ressortir dans quelques mois, une forme d'angoisse ou de crainte.
Ben, c'est-à-dire que il faut que ça ne dure pas trop longtemps les moments où on revient sur les épisodes. Donc ce moment de débriefing doit être relativement cadré dans le temps, assez court. Et après, être attentif aux enfants qui pourraient avoir besoin d'être aidés ou d'avoir une écoute plus individuelle. C'est des enfants qui auront des troubles qui surviennent à l'école, ou bien alors des troubles dans le champ du sommeil, de l'anxiété, une peur d'aller à l'école. Merci, professeur Delven, de nous avoir amené toutes ces explications. Et puis, on va évidemment changer totalement de sujet. Hier, c'était la fête du sport avec le lancement de la Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la face cachée du mondial. À qui profite ce mondial? Certainement pas à la majeure partie de la population. On regarde l'extrait d'un documentaire intitulé Copa Paraquem. Enquanto que a gente tem sérios problemas com a educação, com saúde, com segurança, né? O governo gasta quase 100 bilhões para mega evento que vai durar um mês. Ai, a Copa vai melhorar o Brasil? Não. Vai melhorar Fortaleza? Não. Essa, sem dúvida nenhuma, é a Copa das Copas. Essa Copa do Mundo, para mim, ela é um parasita. Essa comunidade e todas as outras estão ameaçadas de não existir mais, por conta de uma obra que está sendo financiada pela Copa do Mundo. Isso é uma piada, isso é uma verdadeira piada. Quando se trata de Copa do Mundo no nosso país, eu só vejo impactos positivos. Eles não ligam porque a gente sente ou pensa. Eles ligam para o dinheiro que está no bolso, somente para eles. Eu acho que essa é a grande reflexão. Reflexão que, para que essa Copa? A Copa é para o mundo, é para o Brasil. Bonsoir Maryse Williquet, vous êtes journaliste et la réalisatrice de ce reportage, ce documentaire Copa Paraquem que vous avez donc réalisé au Brésil pendant la réalisation des travaux avant que la Coupe du Monde démarre. Vous avez passé 5 mois à Fortaleza, qui se trouve dans le nord-est du pays, qui est l'une des régions les plus pauvres du pays. Oui, tout à fait. Donc on a choisi cette ville parce que justement c'était une ville où il y a un contraste assez marqué. C'est une ville côtière, donc elle attire beaucoup de touristes de l'Occident, avec donc tout son lot de luxe, etc. Mais en même temps, elle a un côté très, très pauvre. Alors hier, il y avait la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. C'était place à la fête, place au sport. Il y a quand même eu, on a vu des images dans les journaux télévisés, il y a eu des manifestations qui ont quand même été réprimées, malgré tout dans une certaine violence par la police. Il faut savoir que ça date pas d'hier. En fait, ça fait 1 an que ces manifestations sont en cours au Brésil. Oui, tout à fait. Donc, elles ont commencé en juin 2013 avec la Copa das Confederações. C'était un peu un avant-goût de la Coupe du Monde, on va dire. Et c'est là que les manifestations ont commencé, les mouvements ont commencé à s'organiser. Et parce qu'ils se sont rendus compte que les médias, eux, étaient présents et donc c'était un moyen de faire passer leur message. Oui, parce qu'en fait, bon, la Coupe du Monde a été une sorte de déclencheur, mais la contestation couve déjà depuis longtemps. Qui sont ces manifestants? Ce sont essentiellement des jeunes? Oui, en fait, ce sont essentiellement des jeunes qui ne font pas vraiment partie des mouvements traditionnels, les syndicats, les mouvements sociaux qu'on connaît au Brésil. Et donc, c'est vraiment des jeunes de 16 à 25 ans que nous, en tout cas, on a rencontrés, qui s'organisent fort par les réseaux sociaux, Facebook, etc., qui n'ont pas encore une très grande conscience citoyenne, politique, mais donc c'est en pleine construction. Et voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on ne sait jamais prévoir l'ampleur des manifestations, parce que c'est un petit peu désorganisé, on va dire, mais c'est en train de se mettre en place. Alors, donc, la question est posée à la fin de ce lancement qu'on a pu voir. À qui profite la Coupe du Monde? Certainement pas à la majeure partie des Brésiliens. C'est en tout cas le sentiment des gens que vous avez rencontrés. Oui, ceux qu'on a rencontrés, nous, c'est des personnes qui vivent dans une certaine précarité, qui est déjà installée au Brésil. Donc, c'est pas du tout la Coupe du Monde qui leur apporte cet état de pauvreté ou de misère. Mais clairement, c'est pas eux qu'elle va profiter, parce qu'elle va plutôt rajouter une couche et surtout masquer un peu leur état. Eux, ils ont vraiment l'impression d'être traités comme des déchets qu'on va essayer de masquer, qu'on va mettre sur le côté, parce que le Brésil n'a pas envie de montrer cette face-là du pays. Et donc, clairement, eux ne se sentent pas vraiment faire partie de la fête, quoi. Et donc, ce que veut cacher le Brésil, c'est ce que vous montrez dans votre documentaire. C'est évidemment l'extrême pauvreté, ce sont les favelas, c'est ces gens qui ont été poussés loin des villes, effectivement, pour que les touristes qui viennent maintenant au Brésil ne les voient pas. Ce sont les enfants des rues,
ce sont les prostituées, le tourisme sexuel qui est une réalité là-bas? Voilà, c'est ça. Donc nous, le projet, c'est un projet d'un web documentaire donc, qui est divisé en 4 parties sur Internet. Et c'est vraiment 4 portraits. On a essayé de rester au plus proche d'une personne avec qui on a vraiment pu établir un lien pour qu'elle se livre et qu'elle nous parle vraiment de son ressenti et de sa façon dont elle va vivre cet événement et cette organisation. Parce que c'est pas tellement l'événement lui-même qu'on critique, c'est plutôt la façon dont on aborde ce genre de méga-événement, à qui ça profite de nouveau et comment est-ce que les personnes qui sont mises de côté ressentent. Parce que si on veut citer un chiffre, s'il est exact, celui que j'ai entendu, c'est un investissement d'11 milliards d'euros pour la Coupe du Monde. On dit que c'est 30 fois plus que ce que la France a investi quand elle a elle-même organisé la Coupe du Monde. Ce sont des chiffres astronomiques, mais qui ne seront pas vraisemblablement réinjectés dans l'éducation, oui, on pense dans le pas. social. Parce que finalement, les retombées vont aller dans les poches de ceux qui détiennent les hôtels, qui sont dans l'ORECA, etc. Ça, inévitablement. Mais ces personnes qu'on a rencontrées, c'est-à-dire des habitants des favelas, des prostituées, des enfants des rues, s'il n'y a pas des programmes après structurels qui sont implantés, ils ne vont jamais en voir la couleur. Donc c'est un peu ça qui dénonce aussi. Et d'une manière très raisonnée et très juste, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. Alors le paradoxe aussi, c'est que les enfants des rues que vous avez vus, bien pour eux, malgré tout, le foot, ça reste leur rêve, ça reste leur vie. Oui, tout à fait, ça reste des enfants, des Brésiliens aussi, il ne faut pas oublier, c'est la patrie du foot. Oui, exactement. Donc c'est aussi ça qu'on essaye de faire passer. Les Brésiliens ne sont pas contre le football, surtout pas, mais voilà, ils veulent en profiter pour dénoncer la situation qui est celle qu'eux connaissent, mais après, ils seront les premiers à regarder, ils étaient les premiers, vous l'avez vu hier, à regarder les matchs. Donc, ça, c'est sûr. Et bien, merci Maryse Belliquet d'avoir été notre invitée ce soir. Et c'est vraiment, on peut conseiller à tous les gens qui suivent et qui ont envie de suivre la Coupe du Monde, et on les comprend, de quand même aller sur le site internet de ce documentaire, Copa Paraquem, et voir ce reportage qui a été réalisé, parce que comme ça, voilà, on ne reste pas idiot devant son poste de télévision. Merci à vous. Alors M, vous le savez, c'est le nom de l'émission, mais il s'écrit #M. On pourrait le prononcer #M parce que ce mot, maintenant, existe réellement, il est reconnu, il se trouve dans le Petit Robert, c'est l'un des nouveaux mots que l'on trouve dans l'édition 2015. On en parle dans un instant. Voilà, j'accueille Marie-Hélène Driveau. Bonsoir, vous êtes directrice éditoriale du Petit Robert. Une nouvelle édition du Petit Robert paraît comme ça chaque année? Oui, chaque année, il est actualisé, il est mis à jour parce que notre façon de parler évolue, notre société évolue, et donc le Petit Robert doit être le reflet du langage actuel. Alors les voici, ils sont juste à côté de moi. Donc il y a le Petit Robert des noms propres et le Petit Robert des noms communs. Ce sont des gros, on connaît, ce sont des dictionnaires, des gros livres. Est-ce que le livre physique, on le vend encore maintenant avec le numérique? Ça se vend? Bien, il y a les partisans du numérique qui, eux, ne veulent pas trop entendre parler du papier. Et il y a les inconditionnels du papier. C'est pas du tout le même usage, c'est pas la même lecture. Donc chacun a ses partisans. Et dans les écoles, on continue, de toute façon, je pense, à demander aux enfants. Oui, bien sûr, c'est au programme officiel de savoir manier un dictionnaire. Alors donc, effectivement, il y a une nouvelle édition chaque année. C'est parce qu'il y a des nouveaux mots qui entrent chaque année. Est-ce que vous pouvez me dire en moyenne combien de mots comme ça arrivent chaque année? Des nouveaux mots, des nouveaux sens, des nouvelles expressions. Il n'y a pas que des nouveaux mots. Et des nouvelles personnes aussi, oui, bien sûr. Des nouveaux mots, on va dire environ 150 en moyenne, mais ça peut aller jusqu'à 300 ou 400 quand on révise un domaine particulier en profondeur. Et là, on peut avoir davantage de candidats. Alors, comment est-ce qu'on les choisit? Le Petit Robert, en choisissant ces mots, se veut un reflet de la société telle qu'elle est actuellement. Voilà, quels sont les critères, en fait? C'est un critère de fréquence, évidemment. Il faut que ce soit un mot qui soit très employé et qui soit employé par une large partie de la population. Il ne faut pas que ce soit cantonné dans une cour d'école ou sous la plume d'un journaliste, parce que là, c'est trop particulier, ça va pas nous intéresser. Donc, critère de fréquence, essentiellement. Oui. Et alors, il y a une espèce de... Enfin, il y a des réunions, des réunions de travail. Oui, il y a des comités éditoriaux et on vote de manière parfaitement démocratique. Alors, j'ai noté quelques exemples, et c'est vrai que ce sont des mots
qu'on connaît, d'autres qu'on connaît peut-être un peu moins. Donc éco-responsable, ça n'existait pas dans le dictionnaire, maintenant c'est rentré. Non, c'est vrai que chaque année, l'environnement apporte un lot de mots nouveaux. On a ajouté aussi vegan, véganisme, qui sont des nouveaux modes de vie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement, le véganisme? Ce sont les personnes qui refusent toute alimentation animale, mais ça, c'est également les végétaliens, mais également qui refusent le cuir, la laine, vraiment aucune exploitation de l'animal, ni dans leur habillement, ni dans leurs loisirs, ni dans leur alimentation. On connaissait homophobie, il y a aussi maintenant lesbophobie. Alors, il y a aussi le verbe vapoter. Hein, donc, ça, c'est fumer une cigarette électronique. Alors, fumer ou pas fumer, on a évité le mot fumer justement dans la définition. Hein, mais vapoter, vapoteur, la cigarette électronique, oui, ça fait vraiment partie de notre mode de vie. Hein, on en voit beaucoup. Et je le disais tout à l'heure, donc des mots liés à l'informatique et au multimédia, hashtag, on trouve aussi JPEG, cyberattaque. Et puis alors dans les personnalités ou les noms propres, on trouve Edward Snowden, Wikileaks, la NSA. Donc ça, oui, et voilà, dans les expressions, lanceur d'alerte aussi dans le Petit Robert, c'est vraiment le pendant, on en parle beaucoup, donc ils sont dans le Petit Robert aussi. Ok, et puis alors juste un dernier petit mot sur les mots belges, donc nominette. Ça, on vous l'envie beaucoup parce qu'on connaît la chose, elle existe, mais elle n'a pas de nom en France. Et c'est vrai que cette nominette, elle est très mignonne. Voilà, et donc c'est pour dire qu'il n'y a pas que la France qui détermine les nouveaux mots, il y a la Belgique, la Suisse et le Canada également. Toute la francophonie est concernée, bien évidemment, par le Petit Robert. Merci Marie-Hélène Driveau d'avoir été notre invitée ce soir. Et puis on va terminer en musique avec de la chanson française. Thierry Dell est bruxellois, il sort un nouveau disque. On regarde un extrait du clip « Elle me saoule ». Il y a un an ou deux, j'en suis tombé amoureux. Elle a emménagé chez moi, tout a changé ce jour-là. Des mon petit chou par-ci, des petits bisous par-là. Tu m'aimes encore chérie, veux-tu encore de moi? Et je trouve ça mignon. Je suis son petit chaton. Au petit déjeuner, mon chéri, veux-tu du thé? Tu veux que je le touille? Ah non, tu es trop pressé. J'ai acheté du pain, tu sais, ton préféré. Mon amour, ce n'est pas bien, tu ferais bien de manger. La belle au bois dormant est aux petits soins pourtant. Va falloir lui en parler. Elle me saoule, me saoule. Elle me saoule, me saoule. Voilà Thierry, dis donc, c'est pas un peu misogyne, même très misogyne cette chanson? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est des amis d'amis et d'hommes qui m'ont raconté comment ça se passait un petit peu dans leur vie de couple. Et je trouvais que c'est très, très amusant en fait. Et en fait, c'est autant les hommes que les femmes qui m'ont un petit peu expliqué ce que c'était la vie de couple. Voilà, et donc ça m'a inspiré cette chanson. Puis je crois que vous affectionnez quand même le second degré aussi. Oui, en plus j'avais écrit une chanson dans le précédent album qui était un homme ou trois. Donc là, ça parlait un petit peu de la femme dans une certaine position, et là, c'est plus l'homme. D'accord. Alors, donc cet album, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un album, c'est plutôt un EP 5 titres. C'est ça, oui. Voilà. Un mini-album. Que vous avez intitulé un heureux événement. C'est comme une naissance. Un heureux événement, oui, c'est pour plus tard, ça. Ben oui, c'est vraiment une naissance. Artistiquement, il y a quelque chose de magique qui s'est passé, c'est-à-dire que j'étais dans quelque chose de très pop-folk. Et là, je suis beaucoup parti en France, j'ai senti que l'écriture, elle allait dans autre chose. Et musicalement, je me suis découvert aussi une patte un côté plus rock. Il y a même une chanson, par exemple Liberté, où il y a quelque chose d'oriental aussi dans ce que je fais. Mais j'aime bien la patte pop-folk, qui a un côté festif dans la chanson, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis que vous avez gagné le concours des talents des Francopholies de Spa? Puis il y a eu un précédent album, premier chapitre. Vous avez fait des rencontres intéressantes depuis, je pense. J'ai eu de la chance, donc j'ai fait quand même la première partie de Pascal Obispo sur la grande scène des Francopholies. Puis j'ai pu croiser Alain Souchon et Marc Lavagne, j'ai fait leur première partie aussi. Puis je suis parti du côté de la France, rencontrer monsieur Francis Cabrel. Donc vraiment que du beau monde. Là, j'ai vraiment profité, j'ai savouré, oui. Et ce sont des moments qui donnent envie de faire de la scène après ça? Ah, clairement, c'est quand même là que ça se passe, en fait. Le studio, c'est vraiment les prémices, et après, on est excité, on a vraiment envie de passer
à ce qu'est le métier d'artiste et d'aller sur scène. Oui. Ok, d'ailleurs vous êtes venu avec votre guitare ce soir, parce qu'on est là surtout pour vous entendre chanter, et vous allez nous proposer un extrait live de la chanson Liberté. Tout à fait. On vous écoute. Merci. Nous ne sommes pas ces chiffres que vous cotez sur vos tableaux. Chaque jour de nouveaux riches, moi demain la peau sur les os. Nous le super Jean, toi le Nord tu te fais les dents. À quoi bon calcul et profit, demain tous levés dans le même lit. Liberté désabusée, du bonheur pour tous si bien nés. La liberté désabusée, faut être un tueur pour la payer. Eh bien, merci Thierry Dell pour ce moment musical. Je rappelle alors le titre de cet album, c'est Un heureux événement. Et puis je vais donner votre adresse internet, hein, thierrydell.be ou .com, je sais plus, on l'a noté. thierrydell.com, voilà. Et on peut commander carrément l'album voilà. via le site. Et si vous avez des dates de concert de prévues, on trouvera tout ça sur votre site internet. Avec Merci plaisir. d'avoir été avec nous ce soir. La semaine prochaine, M revient à partir de lundi. Ce sera Jean-Christophe Peuzès qui sera à ma place.